la vie a repris une apparence normale dans les faubourgs de Kampong Cham, au centre du Cambodge. Depuis quelques mois, il y a beaucoup moins de militaires sur l'ensemble du pays. Mais dans les mémoires de tous les Cambodgiens, les plaies ouvertes par 20 ans de guerre sont encore fraîches. Madame Tsun Seng a perdu son mari au cours de travaux forcés organisés par les Khmers rouges pendant le régime de terreur dirigé par Pol Pot à la fin des années 70. Aujourd'hui, elle fait appel à l'Association cambodgienne pour le développement économique local afin d'organiser la survie de son entreprise de menuiserie. Cette association reçoit les conseils d'un volontaire des Nations Unies écossais, spécialiste en gestion commerciale. Votre mari était menuisier, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Les enfants de Madame Tsun Seng travaillent dans l'entreprise familiale. Ils ne sont pas disponibles pour aller à l'école. L'association pour le développement local est parfaitement adaptée pour fournir des crédits à ce type de petites entreprises, surtout lorsqu'elles sont dirigées par des femmes. Dans la tradition khmer, la femme est responsable de la gestion des ressources financières de la famille. Notre projet s'adresse aux femmes, aux handicapés, aux anciens réfugiés et aux gens très pauvres. Au départ, il s'adressait aussi aux soldats démobilisés. Oui, le problème avec les soldats démobilisés, c'est qu'ils se sont battus pendant 10 ou 15 ans et c'est tout ce qu'ils savent faire. En général, c'est un groupe avec lequel il est difficile de travailler. Le désœuvrement des soldats démobilisés n'est pas la seule séquelle de la guerre. La ruine de la richesse culturelle du pays, comme le témoignent ces temples détruits, menace l'unité morale du peuple khmer. Le régime des Khmers rouges fut l'épisode le plus noir de ce long conflit. Ils ont pris le pouvoir en 1975. Ils ont aussitôt vidé les villes de leurs habitants, aboli la propriété privée et coupé les relations diplomatiques avec presque tous les pays étrangers. Pour faire connaître les excès de cette période, le gouvernement installé en 1979 suite à une opération militaire vietnamienne a instauré ce musée du génocide. Il dénonce les crimes commis par les Khmers rouges contre leurs opposants. La guerre s'est poursuivie de 1979 jusqu'aux accords de Paris signés en 1991. 2 millions de personnes sont mortes pendant ces 20 ans de conflit. Début 92, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le budget du plus grand sauvetage jamais entrepris pour un seul pays. La PRONUC, autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge, avait plusieurs missions d'envergure. Le rapatriement de plus de 300 000 réfugiés fut accompli avec succès par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La PRONUC avait d'autres missions délicates. Démobiliser les soldats des différentes factions combattantes et organiser le déminage du pays. Ces paysages sont en effet les plus dangereux du monde. De 6 à 10 millions de mines ont été éparpillées un peu partout. Elles provoquent encore de 300 à 400 victimes chaque mois. Des victimes innocentes qui sont tuées ou deviennent handicapées en se promenant dans les champs.
20 000 militaires et civils internationaux furent recrutés par la PRONUC pour faire appliquer les accords de paix. Parmi eux, 700 volontaires des Nations Unies ont eu un rôle important pour organiser les élections nationales. Ils ont travaillé dans presque tous les districts du pays, même les plus reculés, parfois dans des zones dangereuses qui représentaient environ un tiers du territoire. À l'heure actuelle, beaucoup d'endroits sont tout à fait paisibles au Cambodge, mais les gens ne lisent que les annonces des bombardements que font les Khmers rouges. Et ce n'est pas le cas partout. Non. Dans ce contexte de paix incertaine, les VNU ont remis à jour les cartes géographiques, puis ils ont supervisé le recensement de la population pour que la PRONUC puisse établir les listes électorales. Ce recensement était difficile dans les zones contrôlées par les soldats Khmers rouges qui avaient refusé de déposer les armes comme les accords de paix le prévoyaient initialement. Pourtant, 4 700 000 personnes ont été enregistrées, soit presque la totalité des électeurs potentiels. Ces volontaires, originaires de 46 pays différents, étaient aussi chargés de recruter des équipes locales. Au total, 48 000 Cambodgiens ont ainsi été formés. Les gens sont reconnaissants du fait que nous soyons là pour la paix, pour les élections et plus tard pour les aider à reconstruire le Cambodge. Mais je crois que la plupart sont assez perdus parce qu'ils nous voient conduire de grosses voitures et ils nous voient au restaurant. On dépense beaucoup d'argent. Ils voient les hélicoptères des Nations Unies. Et tout cela, ils ne le comprennent pas. Ils sont encore si pauvres. Mais est-ce que les droits de l'homme signifient quelque chose pour les Cambodgiens? Oui, nous parlons de droits élémentaires, leur droit de vote, leur droit de choisir un gouvernement, le droit de s'unir et d'avoir des discussions politiques sur le pays. Pour les équipes électorales, la tâche éducative était la plus passionnante. La plupart du temps, il fallait sensibiliser les gens ne sachant ni lire ni écrire aux droits civiques propres à toute démocratie et au principe du multipartisme. 20 partis politiques ont été constitués pour participer à la campagne électorale, y compris les 3 anciennes factions combattantes ayant respecté les accords de paix. Mais à l'approche des élections, en plus des soucis matériels et organisationnels, les conditions de sécurité pour le travail de ces équipes sont devenues précaires dans près de la moitié du pays. Ce matin, aux alentours de 8h, 8h30, un véhicule de la PRONUC avec 2 personnes à bord a été attaqué par des inconnus dans la province de Kompoktom. En conséquence, M. Nakata Atsuhito, superviseur électoral de district, est mort de blessures causées par une arme à feu. Son interprète a été très grièvement blessé, lui aussi en raison de blessures par balle. Fin avril 1993, en plus de ce VNU et de son interprète, 2 autres employés des équipes électorales avaient été assassinés et 2 VNU avaient été blessés dans une embuscade et par l'explosion d'une mine. Les dangers étaient multiples. La sélection du personnel local pouvait créer des jalousies. Les moyens financiers étaient attrayants pour les nouveaux bandits armés très nombreux. Dans toutes les situations, les VNU devaient rester neutres. Environ 60 d'entre eux étaient rapatriés ou démissionnaires 1 mois avant les élections. Une décision difficile, exprimant pour certains l'anxiété ressentie à propos de leur sécurité et pour d'autres le regret de ne pas pouvoir organiser les élections sur la totalité du pays. Le courage des quelques centaines de VNU qui sont restés jusqu'au bout mérite un grand coup de chapeau. Roger, this is Echo 5 Golf. I do need the vehicle because we have to transport material for the mobile team, over. Roger, I need to look for my helmet. I left it in the car. So I'm looking for the car, over. This is Echo 5 Golf. I don't think the Khmer Rouge will attack tonight, so you can relax. You don't need your helmet. In case I do find it, I will send it over to you, over. Roger. Thank you very much. Take care. India bird, Germany. Give me the key. I'll find her. We're going to use this vehicle. Good morning, how are you? Everything fine? 23 mai 1993, premier jour des élections. Les équipes électorales s'organisent en groupes mobiles pour transporter les urnes au bureau de vote.
C'est le stress dans le district supervisé par le volontaire Ricardo Chedid, d'origine à la fois soudanaise et italienne. Mais cette zone n'était pas menacée par les agressions militaires. Dans d'autres provinces comme celle de Kampong Cham, où se situe la ville de Stung, la population et les casques bleus craignaient davantage les attaques des combattants Khmer rouges qui se trouvaient à proximité. Beaucoup d'observateurs estimaient que les élections seraient perturbées et seraient un échec. Pendant tout le mois qui a précédé les élections, Stung a été bombardé pratiquement chaque nuit et chaque jour, en particulier les 10 derniers jours. Êtes-vous étonné du courage de la volontaire Jill Davidson qui continue à venir travailler dans cette zone? Je le suis, c'est une fille courageuse, sans l'ombre d'un doute. La seule chose que je voudrais dire, et je lui dis en face, c'est qu'elle n'a pas l'air très consciente des dangers qui l'entourent la plupart du temps. J'ai simplement eu un coup de cœur pour ce district. J'adore être ici. J'aime travailler avec les gens. Ils sont vraiment très chaleureux et ils donnent beaucoup en échange. Cela donne envie de revenir les aider. Le personnel local a tendance à vouloir s'enfuir lorsqu'il y a des bombardements. Cela perturbe le travail. J'essaye de les persuader de revenir et de poursuivre la tâche. Tout le monde était curieux, tout le monde voulait savoir. Donc on a essayé de les apprendre. Et on a partagé le travail. Aucun de nous volontaires, je peux le dire ici, a fait le travail tout seul. Non. Tout le travail, tout le développement qui s'est passé ici, ça a été fait grâce aux Cambodgiens. Nous, les volontaires, on était des observateurs et des éducateurs. C'est eux-mêmes qui ont construit ce pays. Le pari est gagné. On a terminé notre boulot pour l'UNTAC, mais nous, on va laisser un morceau de nous ici. Contre toute attente, le taux de participation fut de 90%. Le courage de Jill Davidson, de tous les autres volontaires et des Cambodgiens qui ont travaillé avec eux fut donc récompensé. L'Assemblée fraîchement élue a déterminé la nouvelle constitution du pays 4 mois plus tard. Une monarchie parlementaire avec le retour de Norodom Sihanouk comme roi et un gouvernement tentant d'équilibrer les choix politiques exprimés par le peuple khmer. Cette nouvelle démocratie est encore fragile. Les provinces du Nord et de l'Ouest, très riches en ressources naturelles, sont encore contrôlées par les Khmers rouges et la situation économique du pays est précaire. On a besoin d'un genre de démocratie, car elle apporte la liberté et la confiance. C'est sûr, ici les élections ont donné envie aux gens d'aller de l'avant. Ils avaient des projets ou des économies auparavant. Maintenant, ils savent qu'ils peuvent en faire quelque chose. Avec le retour des investissements privés de la part de certains Cambodgiens,
les financements étrangers deviennent aussi de plus en plus importants à condition que les règles de la démocratie restent en vigueur. L'Association pour le développement local reçoit par exemple le soutien du Bureau international du travail. Indirectement, Madame Chun Seng a pu en bénéficier. Elle a établi le budget prévisionnel de son entreprise de menuiserie avec l'aide des employés de l'association et aujourd'hui elle reçoit un prêt suffisant pour créer son stock de bois et ne plus avoir à travailler uniquement sur commande. Nos prêts pour ces gens sont parfois de $10. $10 leur suffisent? $10, oui, pour les plus pauvres qui vendent des légumes au marché, $10 leur permettent d'acheter un nouveau stock de produits, le stock d'une journée, et ils peuvent doubler leurs ventes. Toutes sortes d'entreprises productives ou commerciales sont soutenues par ce programme. Un atelier de briques a obtenu le prêt le plus important de $2500. Le personnel doit choisir les entrepreneurs les plus fiables et les former à la gestion commerciale. Ils analysent les marchés potentiels et connaissent l'économie de toute la péninsule indo-chinoise. Par exemple, les possibilités d'import-export avec le Vietnam voisin peuvent être un critère de choix. Une étude est en cours pour dynamiser une industrie locale fabriquant des chambres à air. Avant la guerre, la culture de l'EVA qui produit le caoutchouc était une activité très florissante du Cambodge. Le point fort de cette association est de maintenir le contact avec les entrepreneurs isolés des zones rurales, comme dans ce village de femmes tisserandes. La première fois que nous sommes venus ici, les tisserands étaient plutôt méfiants. Ils étaient contrôlés par un grossiste qui fournissait le fil gratuitement, mais en échange, il devait lui vendre les écharpes ou les autres produits finis à un prix très bas. En fait, le grossiste volait le travail des tisserands. Donc, il nous a fallu gagner leur confiance. La quantité de petites entreprises ici est énorme. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Nous encourageons les Cambodgiens à produire des choses pour qu'ils n'aillent pas acheter au prix fort des marchandises importées. En même temps, ils emploient du personnel et créent toute une base industrielle qui est cruciale pour le Cambodge. Je veux dire que les grosses industries n'existent pas réellement au Cambodge, et si cela arrive, ce sera probablement autour de Phnom Penh. Mais pour les zones rurales comme celle-ci, nous pouvons avoir un impact important en développant les petites entreprises. L'agriculture est aussi un secteur clé de l'économie cambodgienne, mais la présence des mines de combat empêche encore de réutiliser de nombreuses terres fertiles. Le développement des infrastructures publiques est également crucial, qu'il s'agisse des voies de communication, de la fourniture en énergie ou des infrastructures sanitaires et sociales. L'ampleur des travaux à réaliser est évidente dans le principal hôpital de Phnom Penh. Témoignage d'une nouvelle époque, il a été récemment baptisé Hôpital Sa Majesté Norodom Sihanouk, alors qu'il s'appelait Hôpital Khmer Soviet. Spadja Atiyas est VNU dans le service de chirurgie pour un programme de l'Organisation mondiale de la santé pour le contrôle des infections dues au manque d'hygiène. Tout l'hôpital est toujours dans le même état, très misérable. La première statistique qu'on a fait quand je suis arrivée, pour les derniers 3 mois, nous avons trouvé presque 95% d'infections après l'opération. Et pour moi, c'était un grand alarme. Persuader d'abord le médecin-chef et les autres qu'il faut fermer le bloc opératoire et qu'il faut tout laver. Ce sont les médecins, les infirmiers, le médecin, les infirmiers, c'est-à-dire on a travaillé tous ensemble, tout. Les toilettes comme ça, c'était bouché, on ne pouvait plus les utiliser. Nous avons tout réparé, nous avons fait peindre et chaque chambre. Maintenant, à sa toilette, on peut les utiliser. L'hôpital n'a pas de personnel pour le nettoyage des chambres, pas de drap pour les lits. Dans ces conditions, les familles doivent elles-mêmes s'occuper de l'hygiène et on les sensibilise en permanence.
Le besoin en nettoyage est d'autant plus important du fait que les familles doivent nourrir les malades. Les chambres se transforment en cuisine, cela pose d'autres problèmes d'hygiène. Depuis la suppression des financements soviétiques il y a une dizaine d'années, l'hôpital n'est toujours pas approvisionné en eau courante et dans toute la capitale, la fourniture en électricité reste aléatoire. Seule l'aide internationale, comme celle du Programme des Nations Unies pour le développement, permet aujourd'hui au Cambodge d'améliorer le fonctionnement de ses infrastructures publiques. Ici, du matériel neuf a été offert, grâce entre autres à la détermination de Spadja, qui a fait visiter les locaux à de nombreux représentants des différents organismes financeurs. Outre le problème d'équipement, il est urgent de former correctement les infirmiers. Dans ce domaine, Spadja et les autres VNU formateurs de ce programme, ou les représentants d'organisations humanitaires internationales, ont un travail immense à accomplir. Depuis 1975, la formation du personnel de santé a été très incomplète et même totalement inexistante pendant presque toutes les années 80. La disparition de nombreux scientifiques cambodgiens pendant la période de guerre est encore la cause du manque de professeurs qualifiés. Spadja Atias, originaire de l'ancienne Yougoslavie, a une longue expérience de l'action humanitaire et sanitaire en Afrique et en Roumanie. Pour elle, les blessures de guerre du Cambodge ne sont pas une nouveauté. J'aime bien le Cambodge, j'aime bien cette population. Petit à petit, oui, je pense que ce pays peut avoir un bon avenir, mais avec un grand effort de réorganisation de tout le pays. Je vais continuer peut-être 2 ans encore comme volontaire ou je ne sais pas. Mais de toute façon, je retournais dans mon pays, je retournais à Belgrade. J'ai des enfants. En 2 ans, 800 volontaires des Nations Unies ont travaillé comme formateurs, gestionnaires, logisticiens pour le développement du pays et dans la plus grande opération de paix jamais entreprise par l'ONU. Ils ont accepté de se rendre utiles bénévolement. Pour leurs frais de séjour à l'étranger, ils touchent une indemnité honnête. Ils peuvent se faire accompagner de leur famille, si les dangers ne sont pas trop grands, et certains réussissent même à faire de petites économies. Mais aucun volontaire ne peut faire fortune. Ils sont davantage motivés par la défense des libertés et des droits de l'homme. Pour l'instant, le succès du processus électoral n'a pas beaucoup modifié la vie de Mme Theun Sein et de ses 5 enfants. Les Cambodgiens voulaient le retour de la démocratie, ils doivent maintenant réussir la relance de leur économie. Une paix durable sera nécessaire et une bonne dose de courage pour que ce pays trouve sa place dans cette région du sud-est asiatique en pleine expansion. La volonté démocratique doit encore montrer son influence pour le bien-être de la population khmer.